si demain je dois retourner sur un poste de boulanger ou même de charcutier, comme j'ai fait en grande distribution, je le referai. Parce que, en fait, je vais pas avoir regretté de pas avoir tenté. Donc je tente. Et visiblement, ça fait maintenant 2 ans que je suis à temps plein et j'ai aucun regret. Pour rien au monde, je changerai tous les matins et même à chaque fois que j'éteins mon ordi, je souhaite qu'une seule chose, c'est que ça dure comme ça le plus longtemps possible. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast et Compagnie, le podcast qui retrace le parcours d'entrepreneurs qui ont décidé un jour de sauter le pas et de passer de salarié à entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Ferrigno, fondateur de l'agence Pixcom, basée à Dijon. Avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la communication et du marketing, Grégory est un véritable artisan du beau et du bien fait, qui met son expertise de freelance au service des entreprises pour créer des identités visuelles uniques. Dans cet épisode, on va parler de son parcours entrepreneurial, de sa vision de la communication aujourd'hui et du marché, ou encore de sa façon d'aborder son métier. Encore un échange passionnant avec le fondateur de Pixcom, où vous allez découvrir comment le beau peut devenir un puissant levier pour valoriser des projets. Vous écoutez Podcast et Compagnie, je suis Romain Maury, mon invité, Grégory Ferrigno. Bonjour Grégory Ferrigno. Bonjour Romain. On va passer un petit moment avec toi, tu vas nous parler de ta vie, ton œuvre. Tout à fait. Merci en tout cas de l'invitation, ça fait plaisir de te rencontrer, de te revoir, parce qu'on s'est déjà croisés par le passé. Parce qu'en fait, Grégory Ferrigno, vous le connaissez peut-être parce qu'il avait lancé, il y a un petit moment, et j'ai été incapable de me rappeler de la date, donc du coup tu vas peut-être m'aider, des t-shirts avec écrit Dijonais. Ouais, c'est ça, j'avais pour idée de développer une marque locale pour un petit peu flatter le Dijonais et proposer quelque chose de sympa, d'original, comme on pouvait déjà le retrouver sur certaines villes. Donc j'ai pas cherché l'idée bien loin, mais ça fait il y a plus de 10 ans. C'est vrai ? Ouais. J'étais encore étudiant à la fac à l'époque. Le temps passe très vite. Et du coup, t'as pas continué alors ? Non, j'ai pas continué pour la simple et bonne raison que je voulais pousser le concept plus loin, faire fabriquer des t-shirts à Dijon, et j'ai pas trouvé les ateliers parce qu'ils n'existent pas. Et je développais la marque sur une base de t-shirts fabriqués au Bangladesh et je trouvais que l'idée n'était pas aboutie, donc j'ai préféré lever le pied là-dessus. Mais j'ai quand même écoulé 300 pièces en l'espace d'un mois, donc sans rigoler. J'étais content. Ouais, ah ouais, fort. Ouais. Bah tu vois, regarde, on apprend un truc au début de Podcast et Compagnie, ce qui est quand même très très cool. Grégory Ferrigno est l'invité de Podcast et Compagnie, vous le connaissez peut-être, vous avez peut-être vu ses créations, même sans le savoir. Parce que t'es bien présent et bien ancré dans la vie dijonnaise. Ouais. Et même je me plais à dire que j'ai quasiment un client dans chaque rue de Dijon, sans que personne le sache. Et j'adore être dans l'ombre, donc ça me va. Franchement, je suis assez fier. Il faut pas dire agence de communication. Voilà, je suis freelance, je suis indépendant, je suis seul et fier d'être seul. Tu parles avec le jeu, tu parles à la première personne. Je parle au jeu. Parce que j'ai pas envie de mentir à mes clients, j'ai envie d'être totalement transparent sur ma méthode de travail. D'ailleurs, ça fait partie de ce que je défends. Tes valeurs ? Voilà, c'est mes valeurs. Je vais pas mentir, créer des personnages qui n'existent pas ou qui travaillent avec moi. J'assume totalement d'être le couteau suisse et de savoir faire beaucoup de choses dans le monde de la com et du marketing. Et on parlera de toutes ces compétences parce que ça peut effrayer certaines personnes. Je sais qu'on a tendance à mettre des étiquettes sur les gens et se dire lui c'est un spécialiste dans tel ou tel domaine. Alors qu'on peut faire plusieurs choses. Ouais, faut juste prendre le temps et être passionné, je pense. Ben justement, tu vas nous parler de tout ça. Est-ce que tu peux nous parler justement, pour démarrer cet épisode de Podcast et Compagnie, de ton parcours et ce qui t'a poussé à créer Pixcom ? Aujourd'hui, j'en suis là et c'est vraiment le chemin du hasard. Je me suis laissé porter par mes envies et puis par mon expérience professionnelle, par mon parcours. Assez rapidement, je me suis rendu compte que l'image, la création graphique, c'était quelque chose d'assez plaisant. Ce qui est assez drôle, c'est que déjà quand j'étais très jeune, je faisais des affiches et des flyers pour des soirées qu'organisait mon père, pour des événements qu'il organisait parce qu'il avait une association. Donc assez jeune, j'ai commencé déjà à toucher à la retouche d'image, à la création graphique. Tu faisais ça sur Paint à l'époque ? À l'époque, c'était un logiciel de Sony sur un vieux XP. Ah oui, XP, je suis beaucoup plus vieux alors. Oui, XP, ouais. Moi, je suis de l'époque 95 quand même. Ah ouais, Windows 95 et après quand il y a eu Millennium, c'était la folie. Ah ouais, non, j'ai connu que XP. Et du coup, tu as commencé à faire ça. Ouais. Et ensuite, progressivement, tu as eu l'idée, enfin, tu voulais faire ça dès le départ ou alors l'idée, elle a germé au fur et à mesure parce que tu as d'abord été salarié et qu'après tu t'es dit pourquoi ne pas monter ma propre boîte, quoi. J'ai toujours eu cette volonté entrepreneuriale. Ça a toujours été en moi parce que j'avais envie de créer quelque chose de moi-même. Au-delà de proposer aujourd'hui de la com, du marketing, c'était surtout de pouvoir créer quelque chose moi-même et d'en vivre. Et c'est apparu très tôt
En fait, un parcours professionnel, c'est jamais une ligne droite. Et j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai pris plusieurs décisions qui m'ont emmené jusque-là. Mais c'était pas du tout le chemin que je voulais tracer. Après, j'ai une particularité, c'est que je suis curieux de tout et que j'ai toujours voulu faire plein de métiers, tester plein de choses pour élargir un peu mon panel de compétences. Et t'avais quoi comme rêve? Tu voulais faire quoi quand t'étais plus jeune? Je voulais être animateur radio. Je voulais être animateur radio. On peut faire une maquette après si tu veux, je te fais des intros et tout. Bah franchement, ouais, ça m'éclate. Ah ouais, ça va. Et je voulais être pilote d'avion de chasse aussi. Ok, donc c'est 2 salles, 2 ambiances. Ouais. Hein. Qu'est-ce que j'ai voulu faire d'autre? Plein d'autres métiers et que j'ai réalisé. Je voulais être DJ aussi et j'ai été DJ durant ma carrière. Donc je suis assez fier d'avoir réalisé quasiment l'ensemble de mes métiers. De la radio, j'en ai fait en associatif. J'ai fait des émissions. À l'époque, j'avais entre 16 et 18 ans. Donc durant 2 années, je proposais une émission autour de la musique électronique et j'adorais ça. Donc ça a été fait et j'en suis fier. J'ai été boulanger, j'ai été charcutier, j'ai été serveur, j'ai été restaurateur parce que j'ai eu aussi un restaurant et discothèque il y a de ça 10 ans. Et j'étais encore étudiant à la fac. En fait, pour résumer, je suis hyper actif. Et non, mais ça se sent pas du tout, non. Parce qu'il faisait tous ces métiers, messieurs, dames, en même temps. Mais c'est ça qui est incroyable. C'est presque ça. Boucher le matin, DJ le soir. Donc ce qui est assez drôle, c'est que mes études, j'ai pas pu les mener à terme parce que en bac plus 2, je commençais déjà à m'ennuyer parce que c'était un peu trop facile. Donc je me suis dit, je vais sortir un petit peu des bancs de l'école et je vais essayer de me lancer dans une activité. Et j'ai été DJ dans un bar. C'était un lieu assez réputé pour être très festif. Et ça marchait tellement bien que mes 2 patrons ont proposé de m'associer avec eux et je me suis lancé en fait. Et j'étais en études et en même temps je gérais une discothèque et restaurant à tapas, donc c'était super. Et t'avais quel âge là? J'avais 22 ans. C'est jeune, mais en même temps c'est ce que j'avais envie de faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça t'a formé. Ça m'a formé, j'ai contracté un énorme crédit à cette époque-là. Les banques suivaient, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas... Oh non, je dis ça, mais c'est faux, il y a des projets qui se lancent avec des sommes phénoménales, donc il y a bien des banques qui croient dans des... Oui, je pense que c'est possible. Des entrepreneurs. Tu verras le fil conducteur entre tous mes métiers, ça a toujours été la passion, et je pense que quand on défend une idée avec passion, ça passe, toujours. Parce qu'on est vrai. Ouais, c'est ça, qu'on est authentique et qu'on prouve qu'on a envie. En tout cas, à cette époque-là, voilà, ça a fonctionné durant 3 ans. C'était très éprouvant parce que je me couchais à 6h du matin et je me levais à 10h30. Donc on n'appelait pas ça des nuits mais des siestes. C'est des passades. Mais ça m'a permis de faire un réseau de connaissances, d'approcher certains commerçants qui venaient et qui faisaient la fête chez moi en fait. Et c'est comme ça que mes premiers clients sont apparus en graphisme parce que je faisais la com de mon propre bar, de mon propre resto en fait. Et on distribuait des flyers sur la fac, j'allais séduire toutes les corpos étudiantes et toutes les corpos étudiantes venaient faire la fête chez moi. Donc ça c'était incroyable. J'étais aussi jeune et j'étais aussi sur les bancs de la fac en même temps. Donc, en fait, pour séduire des étudiants, quand on est étudiant, c'est encore plus facile. Mais tu dormais vraiment pas, en fait? Parce que non, j'ai pas dormi pendant 3 ans. C'était assez physique, mais j'ai aucun regret là-dessus. Formateur. C'était très formateur, ouais. Au bout des 3 années, mes 2 associés ont vendu leur part à un de mes employés. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je prends une décision. Parce qu'il était devenu à ce moment-là majoritaire. J'ai commencé à lever le pied, je me suis dit je vais trouver un autre travail et arrêter de m'investir dans cette société-là. Je pensais qu'il allait tenir la baraque et en fait au bout d'un an ça a périclité. Donc ça je l'ai mal digéré pendant quelques années. Cet échec entrepreneurial a pesé beaucoup sur mes épaules, sur ma culpabilité, a beaucoup remis en question mon rêve d'entreprise. Et c'est pour ça que pendant 8 ans, j'ai enchaîné avec de l'audiovisuel, que j'ai fait à Dijon dans une entreprise en salariat et après 8 ans en agence de communication et de marketing. Et là, tu travailles dans cette agence de communication. Ouais. Et tu te dis, mais en fait, au lieu de travailler pour quelqu'un, pourquoi je travaillerais pas pour moi? C'est ça l'idée. Est-ce que ça devient logique de se dire ça au bout d'un certain nombre d'années? Même si c'est évidemment pas le schéma global et général de la majorité des gens qui sont salariés. Tu peux pas forcément te dire à un moment donné, je vais partir, je vais faire autre chose. Parce qu'en fait, j'en ai marre. Je vais monter ma boîte. Ça sera la même chose, mais je serai tout seul. Ça arrive de plus en plus souvent que les gens sont en reconversion. Et... Depuis le Covid, notamment. Ouais, c'est vrai. Il y a une grosse remise en question. À la sortie du Covid, je me suis donné 1 année pour prendre une décision parce que j'avais conservé mon activité de micro-entreprise en parallèle. Ouais. Et ça m'a suivi depuis 2011. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours servi. Et quand j'étais très endetté après mon premier échec, c'est mon auto-entreprise qui m'a permis de rattraper toutes les dettes que j'avais et d'essuyer cet échec-là. Et après le Covid, je me suis donné 1 an. Je me suis dit, il faut prendre une décision parce que le modèle agence me convenait plus. Parce que je considère que la création, c'est pas quelque chose qui doit être mesuré en temps et challengé ou travailler à la chaîne. Donc j'avais vraiment une autre vision et d'autres valeurs que ceux de l'agence dans laquelle j'étais.
Donc la décision, c'était soit je me lançais à 100%, soit je trouvais une autre agence pour y travailler. Qu'on comprenne bien en fait le fonctionnement d'une agence de communication, c'est-à-dire que moi je suis client, j'ai envie d'avoir, je ne sais pas, j'ai envie de faire de l'affichage, j'ai envie de faire de la radio, j'ai envie de faire, je sais pas, des culs de bus, enfin j'en sais rien. Je vais dans une agence de communication avec un budget, je leur dis voilà, je veux faire ça, ça, ça et ça. Ouais. Avec ce budget-là, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Alors la plupart des gens n'exposent pas leur budget, mais présentent leur projet. C'est un chef de projet qu'ils ont en face d'eux ou alors le directeur d'agence qui estime le temps nécessaire à la réalisation des... Donc tu factures autant? Ouais, c'était ça. C'est un système de temps. Pour faire cette créa-là ou ce dispositif-là, il faut tant de temps. Et nous, derrière, c'est à nous de respecter les temps. Et c'était vraiment très jalonné. Et ça demande du coup de la réactivité. Et on nous impose un rythme et... on nous demande d'être créatif H24, ce que j'allais dire, sans délai. Ouais. Parce que du coup, il y a un moment donné, tu peux pas. Enfin, tu as besoin de pause, faut que le cerveau se repose. Pour le coup, j'étais un des profils les plus comment dire, proactif ou rentable, on peut aussi dire. Voilà, parce qu'on est quand même dans un modèle d'agence où la rentabilité guide un petit peu le travail. Et malgré ça, ça n'a jamais été valorisé. Donc c'est aussi ce qui m'a un peu déchanté, c'est que la méritocratie n'existe pas dans ce système d'agence et de ce type d'entreprise. C'était une agence intégrée dans un grand groupe. On avait des clients nationaux dans la grande distribution, dans le bancaire, dans l'assurance. Des très belles références avec qui j'ai pu faire des beaux projets et apprendre beaucoup. Donc ça a été très formateur et ça, j'en suis très reconnaissant. Par contre, j'ai appris une chose, c'est que quand tu travailles bien et que tu travailles même très bien dans ton poste, bah, tu as très peu de chances qu'on te change de poste ou qu'on te fasse évoluer. Non, on va te rajouter du travail. Voilà, on te rajoute du travail. Ça. Il bosse bien, bah tiens, rajoute-lui un petit peu ce projet-là, parce qu'apparemment, il est bon, lui. Donc, Donc ça m'a un petit peu, au fil des années, refroidi, démotivé. Et quand j'ai dû justement prendre ma décision, j'ai passé quelques entretiens dans des agences dijonnaises de toute taille, de différentes sortes, qui m'ont tout accueilli à bras ouverts et qui étaient très contents de m'avoir en entretien. Mais en fait, on se rend rapidement compte que quand on est trop qualifié, on est difficilement employable. Parce que l'employeur en face a des craintes vis-à-vis de la rémunération. Est-ce qu'on aura le budget pour financer un poste comme celui-ci? Et il y en a d'autres qui se posent la question, est-ce que ce mec est crédible? Est-ce qu'il nous expose plein de compétences, plein de choses qu'il a faites, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un mytho, le mec? Et je le vois en fait en face, j'ai cette faculté et j'ai une passion aussi pour la synergologie qui est l'étude du langage non verbal. Donc j'ai l'habitude, je côtoie des clients, je sais tout de suite quand un client va signer ou pas, peu importe le devis, peu importe la mission. Et les employeurs en face, je les voyais se décomposer en fait. J'étais le bon candidat, mais je sentais qu'il y avait des craintes derrière. Des craintes peut-être de concurrence ou je ne sais quoi. En tout cas... Que tu prennes leur place peut-être. Ouais, je sais pas. Et mon activité annexe que je voulais conserver posait aussi problème. Donc pour l'agence dans laquelle j'étais, ça n'a jamais été un problème que j'ai la double casquette, donc que j'ai une activité de marketing et de com à côté. Par contre, pour des agences plus petites ou plus locales, c'était problématique parce que je pouvais représenter une sorte de concurrence. Donc c'était un peu triste et à ce moment-là, je me suis dit ok, si je suis non employable, je vais me lancer et puis on verra bien ce que ça donne. Et la vraie peur, je pense, qui me tétanisait et qui me bloquait, c'était la peur de l'échec. Parce que j'avais déjà connu cet échec par le passé et je voulais absolument pas que ça se reproduise. Et au fil des années, alors je sais pas si c'est la maturité qui a fait ça, mais on apprend à accepter l'échec et il nous fait plus peur. Et je l'ai dompté. Et je me suis dit, je me lance, ok. Si je me plante, c'est pas grave. Et aujourd'hui, quand on me demande, c'est quoi ta plus grande peur en entreprise? T'as pas peur de te lancer comme ça sans filet? En fait, ça fait déjà depuis 2011 que j'ai de l'activité, donc j'ai quand même une clientèle assez fidèle et un socle assez solide. Mais en même temps, je me dis que j'ai pas peur. Si demain, je dois retourner sur un poste de boulanger ou même de charcutier, comme j'ai fait en grande distribution, je le referai. Parce que, en fait, je vais pas avoir regretté de pas avoir tenté. Donc je tente. Et visiblement, ça fait maintenant 2 ans que je suis à temps plein et j'ai aucun regret. Pour rien au monde, je changerai tous les matins et même à chaque fois que j'éteins mon ordi, je souhaite qu'une seule chose, c'est que ça dure comme ça le plus longtemps possible. Ça, c'était une belle phrase. Tu as anticipé une de mes questions, c'est les défis que tu avais rencontrés justement. On va passer tout doucement sur la construction de l'idée Pixcom. Déjà, pourquoi Pixcom, tiens? Parce que c'est la contraction entre pixel et communication. Je voulais un nom simple qui soit facilement mémorisable. Par contre, il a un petit défaut, ce nom. Les gens savent pas trop comment le prononcer. Est-ce que c'est Pixcom? Ah oui. Pixcom, pix.com. Il n'y a pas de accent aigu, alors en partant sur un Pixcom, ouais. Donc il a un petit défaut, mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté des objets et qu'il y a des petits défauts, moi ça me va. Pour en parler justement de Pixcom, c'est quoi la vision et la mission de Pixcom?
Comment tu vendrais justement ton idée et du coup ton entreprise? Moi, je me vends pas et je sais pas absolument pas me vendre. J'ai jamais fait de démarchage, je suis jamais allé toquer à des portes, donc j'ai ce confort que les gens viennent à moi. La seule façon dont je me vends peut-être, c'est dans la manière dont je m'exprime et dans la manière dont j'accueille les nouveaux clients par téléphone ou en visio. C'est que j'ai cette approche de proximité, j'ai envie qu'il y ait une totale transparence entre eux et moi, j'ai envie qu'ils m'expriment leurs projets, parce que la plupart des clients que j'accompagne sont des gens qui se lancent dans le projet de leur vie, de créer un restaurant, de créer une entreprise. Donc je mesure l'importance que j'ai dans des projets comme ceux-là. Donc j'ai envie de proposer quelque chose qui me ressemble et qui leur ressemble à eux aussi. C'est pour ça que dans mes valeurs, je défends le fait de pouvoir se choisir mutuellement. Que le client m'ait choisi, mais aussi que je puisse choisir mes clients et qu'on sente qu'il y a un certain feeling entre eux et moi. Ça, et puis c'est très important. Agréable de sentir que c'est les gens qui viennent à toi. T'as pas besoin de séduire. Ouais. Après, je montre mes références, je mets en avant mes réalisations sur mes réseaux sociaux, sur mon site. J'ai un bon référencement aussi parce que ça fait partie des prestats que je propose de référencement. Oui, ça sera un peu malvenu. Donc, je suis bien positionné sur beaucoup de mots-clés. Ça m'offre une bonne visibilité. Et j'ai cette chance, effectivement, que les clients m'approchent et qu'ils me disent, on a aimé le travail que vous avez réalisé sur tel ou tel projet. Ça nous a séduit. On voudrait la même chose ou on voudrait s'en inspirer ou on est persuadé que vous comprendrez notre projet parce qu'on partage les mêmes valeurs, etc. Est-ce que des fois les clients ils te disent pourquoi ils sont venus chez toi et pas chez quelqu'un d'autre? Oui, ça arrive souvent. Et en fait, les clients qui viennent chez moi et qui ont contacté un confrère, souvent ne travaillent pas avec moi. Parce que en termes de prix, je suis pas très bien positionné et j'en suis conscient. Mais en même temps, j'ai l'expérience derrière qui appuie un peu cette justification. Sur la bataille du prix, je ne gagne jamais et j'en suis conscient. Par contre, sur la proximité, sur le temps que je vais prendre pour comprendre leur projet, sur le temps que je vais prendre à les accompagner sur leur projet en intégralité, ça a de la vraie valeur. J'ai beaucoup de clients qui viennent d'agences. Et étant donné que mon business model, c'est de proposer tout l'inverse d'une agence de communication. Ce qui permet de ne pas être en concurrence avec eux. Voilà. Du coup, ils apprécient. Et les clients qui viennent d'agences, en fait, ce qu'ils apprécient pas et ce que je détestais aussi quand j'étais en agence, c'était les intermédiaires, les chefs de projet qui reçoivent le brief créa, qui ensuite le découle au directeur artistique, qui en découle au créatif. En fait, toutes ces strates-là, toute l'inertie que peut représenter une agence de com, au bout d'un moment, ces clients-là en ont marre et ils finissent effectivement par me contacter pour ces raisons-là. Pour qu'on mette les choses bien au clair, ouais. On ne défonce pas les agences de communication. Non, soyons bien clairs parce que c'est leur modèle et je le comprends, mais les agences sont bien structurées pour répondre à des projets d'envergure, ça c'est sûr. Un freelance comme moi pourra pas répondre à un dispositif trop complet ou trop ambitieux. Mais après, tu peux renvoyer sur d'autres freelances. Tout à fait. Et ça peut être complémentaire. Je peux renvoyer à d'autres freelances, tout comme je peux renvoyer à des agences aussi. Aussi, c'est complémentaire en plus, ça permet d'avoir... Et je travaille en marque blanche pour des agences aussi qui me filent des missions. Donc non, je suis pas l'ennemi des agences, c'est juste que dans mon mode de fonctionnement, j'essaie de reproduire tout l'inverse. Donne-nous des exemples de créations que tu as fait sur Dijon. Alors parmi celles qui parlent le plus, je pense Beurre Noisette de Fabrice Gillotte. Pour eux, j'ai réalisé l'identité visuelle, donc le logotype, la création de la typographie aussi, parce que je dessine les typographies sur mes projets. L'ensemble des packaging. On a collaboré avec Olive Noire, une agence d'architecture intérieure à Dijon, pour s'accorder sur le choix des matériaux. Ça a permis de me guider sur le choix du papier à utiliser pour les packs, le choix du marquage à chaud sur les packs également pour marquer les logos. Donc ça permet d'avoir un projet cohérent entre l'architecture intérieure et la communication de l'entreprise. Dans les autres projets peut-être plus actuels, Mythe Dijon, qui est un restaurant qui propose de la cuisine locale inspiration américaine. Sève, un petit domaine pour qui j'ai développé une identité visuelle. Pareil, la création du logotype, la création de la typographie. Je m'éclate vraiment beaucoup à créer les typographies pour mes clients. Je ne savais même pas qu'on créait les typos. Ouais, en fait, je me suis rendu compte que pendant un temps, je sourçais les typos sur des sites internet qui proposent toutes sortes de typographies. Parce qu'il y a des modes. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à chercher la bonne typographie. Donc je me suis dit à un moment donné, plutôt que d'essayer de chercher une typo qui pourrait correspondre aux idées du client, je vais plutôt les dessiner. Et en fait, ça offre déjà une singularité au client parce qu'il n'a pas une typo qui ressemble à une autre. Et aussi, moi, ça me permet de gagner du temps étrangement. Et quand je défends des entrepreneurs, des personnes qui veulent monter des entreprises et qui veulent véhiculer des valeurs locales, d'entreprise, de façonnage à la main, etc., leur dire en plus que leur logo et leur typographie est unique et sera dessinée, pour eux, c'est hyper séduisant.
en plus. Tu n'utilises pas Canva, toi? Non, mais par contre, j'ai des clients qui l'utilisent, qui utilisent l'identité visuelle que je leur ai créée et qui utilisent Canva pour décliner par exemple des posts Instagram, des posts LinkedIn, faire des carousels, etc. Canva, c'est très bien. Mais j'ai commencé à... Non, il n'y a même pas de mais. Non. Je sais pas si tu sais, mais je dispense aussi des cours à la faculté de Bourgogne en design et en marketing. Et certains étudiants utilisent Canva et ont honte d'utiliser Canva. Et en fait, peu importe l'outil, du moment que le résultat est canon et que ça convient, je me fiche si tu l'as fait sur Pen, sur PowerPoint, sur Photoshop, Illustrator ou peu importe le logiciel en vrai. Tant que l'outil est maîtrisé, que le résultat est satisfaisant, moi ça me convient. Regarde le visuel de cet épisode de Podcast et compagnie. Tu crois que je l'ai fait sur quoi? Canva. Bien sûr. Justement, il y a un pont pour une autre question. Tu utilises l'intelligence artificielle, toi, au quotidien? Ouais, je l'utilise, mais comme un outil. Ah oui, bien sûr. Ouais. Là où ça peut poser problème, et je le vois quand je dispense mes cours, c'est que les étudiants ont de plus en plus de panne, on peut appeler ça une panne, de panne créative. C'est-à-dire, j'ai des exercices où je leur demande de créer l'identité d'un salon de coiffure ou d'un restaurant. Leur premier réflexe, c'est d'aller demander des idées de nom de restaurant, des idées de salon de coiffure. Au lieu de chercher. Au lieu de chercher, ouais. L'IA, c'est un problème quand on l'utilise mal, en fait. Par contre, quand on l'utilise bien, pour structurer, par exemple, le contenu d'une page web sans lui demander de rédiger tout le texte, si on veut simplement un sommaire ou avoir quelques idées pour compléter un texte qu'on rédige, ou alors chercher ce qui nous génère des couleurs complémentaires qui vont bien avec telle ou telle couleur, ça fonctionne bien. Donc c'est un super outil, mais encore une fois, ça doit pas remplacer la patte humaine. C'est tellement simple. Ouais. Et de toute façon, pour se faire remplacer, je veux dire. Ouais. Après l'IA, j'y crois. Je pense que ça va se développer, mais faut pas oublier que l'IA, elle se base sur des données existantes. Si on demande à l'IA de créer quelque chose qui n'existe pas, elle sera dans l'incapacité de la créer. Elle va utiliser des choses qui ont été réalisées, qui ont été créées par l'humain. Elle se base sur des datas qui nous appartiennent. C'est fou, tu peux créer un site internet à partir de rien. Grâce à l'IA, ça te génère des sites internet, ça te copie en intégralité des sites internet, ça te fait des vidéos qui commencent à être vraiment plus vraies que nature. Ça commence à être très flippant. Là, c'est marrant parce que hier, en fait, j'ai un copain qui vend une voiture sur Le Bon Coin. En fait, il a pris des photos dans son garage. C'est des box alignées. Il a la version payante de ChatGPT. Tu peux lui demander via un prompt d'extraire l'image de la voiture et de mettre ça sur un fond genre industriel, quoi. Ok. Avec des effets de lumière et tout. T'as quasiment plus besoin d'aller voir un photographe ou de faire de la retouche parce que ChatGPT t'a fait le boulot. Pour l'instant, il y a encore 2-3 artefacts qu'on repère sur les photos générées. L'IA est intégrée sur nos outils professionnels aussi. Donc sur Photoshop pour supprimer un bouton au milieu du front ou supprimer un pylône électrique sur une photo. On a juste à le sectionner et l'IA reconstruit en fait la matière à la place de... Permet même d'agrandir. C'est Romain Voya qui avait dit ça dans un autre épisode aussi. Il s'en servait pour ça. Ou quand tu prenais une photo, en fait, tu peux, si t'es bien cadré, tu peux lui demander de faire un grand angle justement et l'IA rajoute de la matière autour en fonction de ce que tu as pris en photo. Parfois sur certaines images il manque un bout de ciel pour pouvoir aller poser du texte, donc effectivement l'IA peut me reconstruire un bout de ciel qui me manque ou un bout de trottoir, un bout de route. Quand c'est bien utilisé, je pense qu'on peut faire des trucs assez fous. Après quand ça devient ton modèle de référence ou dès que tu as une recherche à faire ou dès qu'on te pose une question sur quelque chose, tu dis je vais tout de suite demander à ChatGPT, Perplexity ou que sais-je, ça devient compliqué parce que du coup t'as plus le... on va se ramollir du cerveau en fait. C'est un peu ça et du coup j'essaie à travers mes cours de travailler cette créativité. Parce que oui, je leur apprends les outils, je leur apprends comment s'en servir. Mais je me suis donné cette mission aussi, c'était d'essayer de les stimuler créativement. Donc, quand un élève arrive en retard, je lui demande de me trouver une excuse créative. Et c'est la salle qui vote et qui dit ok, l'excuse est suffisamment créative, tu peux réintégrer la classe. Si c'est pas satisfaisant, il recherche une autre excuse. Et cet exercice-là qui nous fait sourire présente une difficulté pour certains élèves qui ont du mal à créer, à imaginer des scénarios alambiqués en fait. Tu penses qu'ils ont conscience de ça, que s'ils continuent en fait à utiliser l'intelligence artificielle mais de la mauvaise manière, ça risque ensuite d'être compliqué pour eux? Je sais pas s'ils en ont conscience. Je sais pas. Prenez conscience. Vous qui allez écouter ce podcast et qui êtes étudiant avec Grégory Ferrigno de Pixcom. J'avais une autre question pour toi. Tu travailles en solo. Ouais. T'es freelance, t'es solo. Ouais. C'est bien de travailler seul? Ouais. En fait, quand je me suis lancé à 100%, je m'étais dit dans ma tête, je vais monter une équipe, je vais embaucher des gens, on va structurer.
Et je me suis rendu compte que c'était tellement bien de travailler seul, à son rythme, avec son propre planning, d'avoir aucune obligation. Non, finalement, j'ai revu mes prétentions et je suis très bien tout seul. Et comme je le disais tout à l'heure, j'espère que ça durera comme ça le plus longtemps. Et dans les coups de bourre, par contre, ça peut être un peu compliqué. Si t'as envie de bosser de minuit jusqu'à 6h du matin et le lendemain, en fait, te poser un peu parce que t'auras tout donné dans la nuit et que tu rends ton projet à temps, tu t'en fiches, tu peux le faire. Mon secret et ma méthode de travail, c'est l'alcool. Non. C'est la drogue en fait. Et non. Non, c'est vraiment d'organiser. Aujourd'hui, j'ai un prospect qui m'appelle. Le délai que je lui annonce, c'est 1 mois, voire 1 mois et demi. J'ai eu certains moments où c'était à 3 mois. Pour certaines personnes, ça pose pas de problème d'attendre parce que ils s'y prennent bien en avance. Mais le secret, c'est ça en fait, c'est d'avoir un planning, de bien le remplir, de bien l'organiser. Et là, je pense que l'agence dans laquelle j'étais a été super formatrice parce que je suis vraiment assez doué pour estimer le temps nécessaire à réaliser une tâche. Du coup, je sais que quand je vends une identité visuelle, je vends tant de jours et je sais que je vais respecter ce délai-là. Ça arrive d'avoir des retards sur des sujets, faut toujours être prévenant et communiquer. Et je pars du principe que tout ce qui n'est pas dit n'est pas su. Donc je communique vraiment au maximum avec mon client. Quand je commence à travailler sur son projet, même s'il a été planifié 1 mois à l'avance, je l'en informe par email, par téléphone, que je vais débuter le projet, qu'on pourra à telle date envisager une présentation. Il y a un vrai suivi, tu les tiens au courant de l'avancée de leur projet. Ouais. Et ça tout seul. Ouais, mais c'est facile. Quand t'es un peu organisé et que tu respectes ce que tu t'es imposé, c'est bon. Tu as quoi comme perspective là perspective pro? Oui, généralement, oui. Bon, tu peux me dire perso, hein, si tu veux. Perspective à court, moyen et long terme pour Pixcom. Alors, mes objectifs, c'est de m'inscrire dans la durée, de continuer d'accompagner mes clients, de pouvoir répondre au téléphone quand un client m'appelle à n'importe quel moment de la semaine. Parce que oui, j'ai beau dire que j'ai un planning et je le respecte, certains clients appellent le week-end et c'est tout à fait normal parce que dans le monde de la restauration, on travaille toute la semaine. Mais non, j'ai pas d'objectif mis à part. Comme là, tu viens de faire un blanc et tu viens de regarder ton téléphone, je me dis, ça se trouve, il a reçu un appel pendant l'enregistrement de cet épisode de Podcast et compagnie d'un client qui lui dit j'ai oublié de te demander un truc. Je peux le dire. Non, en plus, j'ai de la chance, tous mes clients sont vraiment sont géniaux. Et j'ai vraiment cette chance d'avoir que des clients vraiment sympas, compréhensifs. Parce que c'est vrai que les entreprises comprennent pas forcément qu'en fait, un freelance, des fois, le week-end, il est en week-end. Ouais, mais ça me dérange pas. Comme je te disais, non, c'est que certains arrivent à faire la coupure réellement. Ton agence, d'ailleurs, tiens, c'est une question qui me vient. Ton agence est chez toi? Ouais. Tout est imbriqué l'un dans l'autre. Alors tout est imbriqué, mais j'ai une pièce dédiée à mon activité dans ma maison. Donc tu peux fermer la porte et tu peux dire là c'est fini. Quand je suis dans cette pièce-là, je travaille et j'y suis à 100%. Quand je sors de cette pièce, je suis chez moi. Tu rentres en mocassin dans ton bureau ou après tu mets tes crocs? Comment ça se passe? Parce qu'il y a vraiment un changement physique du truc. Là, je suis en t-shirt parce que je suis chez moi et puis je vais mettre une petite veste de costume parce que je vais bosser, parce que j'ai une visio aussi. Ça m'arrive effectivement de changer de vêtements quand j'ai des visios, d'apprêter mon look parce que ça fait partie aussi du métier. Client de Pix.com, vous le savez, en fait, il est en crocs et en short en bas quand il fait des visios. Ah, ça c'est le télétravail, on le connaît. Hein. J'ai cette chance de n'avoir qu'une porte en fait entre ma vie privée et ma vie perso. Mais en même temps, Pixcom, ça a toujours fait partie de moi que c'est ma vie en fait. Cette entreprise, elle a toujours existé. Donc elle fait partie de ta maison. Ouais, elle fait partie de ma maison, de moi. T'es à Dijon? Ouais, je suis à Dijon. Quartier faculté. À long terme, au final, c'est de rester comme ça et de continuer de développer, d'entretenir en fait les clients que tu as actuels, évidemment d'en avoir d'autres, ça à toi, mais en prenant des références sur des choses que tu as déjà réalisées. Ou alors est-ce que tu as l'intention peut-être à terme et dans le futur de proposer de nouvelles choses en fonction de l'évolution aussi du marché, des tendances, etc. C'est possible. Ouais. En fait, j'ai en tête le business model de mon ancien patron dans l'événementiel, qui avait, il y a une vingtaine d'années, une société de location de vidéocassettes. Alors, t'es peut-être pas au courant, Greg, mais ça se fait plus. Ouais. Et Vidéo Club a fermé. Et Netflix a démarré comme ça. C'est ça qui est quand même incroyable quand ils repensent. C'est que Netflix, au début, ils envoyaient en fait aux gens je savais pas ça. Ah, tu savais pas? Non, Netflix, au départ, c'est un service de location. T'allais sur leur site, tu demandais je veux tel film, tel film, tel film. En fait, ils t'envoyaient les DVD à la maison. Ok. Tu les gardais un certain temps.
et tu les renvoyais ensuite à Netflix. D'accord, bah écoute, je savais Avant pas. que les plateformes de streaming qu'on connaît actuellement existent. C'est fou ça, hein. La logistique, c'est un truc de malade. C'est clair. Alors que bon, c'est vrai que les vidéocassettes, enfin les cassettes vidéo, je ne sais plus comment on dit, on allait les chercher dans les vidéoclubs et même il y avait des distributeurs automatiques, il y avait des bornes. Des bornes pour. C'était fou ça. Ouais. T'attendais la cassette qui arrivait comme dans un truc de pizza. C'était dingue quoi. Ah les bons souvenirs, hein. Bienvenue chez les vieux. Enfin je dis ça, je suis plus vieux que toi. Enfin bon, bref. Tu sais que t'es jeune en fait. T'es gentil, merci. 35 ans. Oh non mais ça va. C'est vrai, ça va. J'en ai quasiment 10 de plus. Bah, alors, il y en a qui disent que 30 ans c'est le nouveau 20 ans, donc ça me va. Conneries. Hein. Donc, tu verras à partir de 40, tu vas te prendre un petit coup derrière les oreilles, je te le dis. Ouais. Trentaine a été dur à avaler. Hein. Ce que je m'étais dit en objectif, mais totalement débile quand on est jeune, hein, c'était je m'étais dit à 30 ans, il faut que je sois millionnaire. Parce que toute ma jeunesse, on m'a dit Greg le millionnaire et je sais pas pourquoi, je me suis mis en tête. T'as joué à l'euro million ou pas? Il y a eu 243 millions à gagner. Et ça a été gagné ou pas? Je sais pas. Ah bah, j'ai pas regardé. Et je m'étais donné cet objectif, donc à 30 ans, quand je me suis rendu compte que mon objectif n'était pas atteint, ça m'a mis un petit coup au moral. Ah, autant taper haut, t'as raison. Ce qui est vrai, 30-40 est une période de la vie qui passe très vite. Je sais pas trop pourquoi. Après, ça ralentit un peu, mais c'est que le 30 ans, 40 ans, souvent c'est là où tu construis des choses, tu construis une famille, où tu t'installes, où tu as une entreprise, la tienne des fois, qui se développe, qui grossit et tout, et ça passe à une vitesse. Puis un jour tu te lèves, tu dis j'ai 40 ans. T'as un peu de barbe blanche, mais t'as vu moi, regarde. Oui. Mais ça va, ta chevelure est... Et écoute, ça c'est quand même incroyable. Et je touche vraiment du bois, c'est que je n'ai pas de calvitie encore. Ouais. Tu sais, avec la mèche que t'es obligé de ramener sur le côté à tirer très fort. Je perds pas encore mes cheveux. J'ai pas trop de cheveux blancs sur la tête. Alors qu'en fait, c'est ça que je voulais dire. Surtout les cheveux blancs, t'as pas de cheveux blancs. Et j'ai peur que ça arrive d'un coup. Des fois, un matin, je vais me dire, ouais, mais c'est quoi ça? C'est comme les fleurs du cerisier. Je sais pas si t'as vu. Mais oui, les cerisiers sont en fleurs. Les fleurs sont sorties ouais, en l'espace d'une journée. Tu sais que je me suis fait la remarque hier. Je promenais mon chien, je me dis, mais les cerisiers, ils sont tout blancs. Tu pourras mettre un effet un peu voire rétro sur cette discussion. Ouais, c'est vrai qu'on parle un peu comme des... Bah oui, mais en même temps, bon. Je t'avais dit que podcast et compagnie, on parle de la vie, on parle de... Mais oui, mais voilà, il y a des digressions un peu comme ça qui permettent aussi aux gens, et c'est un peu l'intérêt de podcast et compagnie, déjà parce que vous vous exprimez sur la longueur, vous parlez de vous, les gens apprennent à vous connaître comme ça. Bon. C'est pour ça, c'est un peu l'intérêt aussi de podcast et compagnie. Parce que du coup, on parlait de quoi? On parlait de vidéocassettes. Heureusement que tu suis. Et j'ai en tête mon ancien boss qui avait donc une société de location de cassettes et qui petit à petit, en fonction de l'évolution du marché, a fait évoluer son entreprise en loueur de vidéoprojecteurs, puis en loueur pour équipement audiovisuel. Et aujourd'hui, en fait, il y a une société d'audiovisuel où il fait des plateaux TV, des plateaux cam, des écrans géants, etc. L'exemple de Claude, pour pas le citer, et il m'a vachement inspiré parce que en fait une société c'est ça, une entreprise, elle évolue en fonction du marché, il faut s'adapter. Donc je sais pas comment évoluera le marché dans les années à venir, en tout cas j'essaye de conserver une longueur d'avance parce que c'est hyper important d'activer la veille et d'aller voir ce qui se fait ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres pays, parce que c'est très inspirant et ça nourrit la palette créative en fait. Donc quand des clients se reposent sur des réalisations que j'ai faites en les prenant en exemple, souvent j'essaie de réinventer, de proposer des choses nouvelles pour que chaque identité soit unique et leur ressemble en fait. La différence c'est important pour certains. Et ça fonctionne bien, ouais. Mon petit frère Angelo Ferrigno, qui a un restaurant gastronomique à Dijon. Un petit peu connu. Oui, c'est vrai. On y mange plutôt bien. On y mange bien. C'est le plus jeune chef étoilé Michelin. Pour ça je dis qu'on y mange bien. C'est assez vrai, je pense qu'on y mange très bien. Quand il y a 5 ou 6 ans, il m'a exposé son projet de restaurant, de ne proposer un restaurant qu'avec des ingrédients sourcés dans un rayon de 200 km et de respecter ce rayon. Je me suis toujours dit, t'es fou, pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de chocolat, le café, comment tu vas faire? Tu t'interdis d'utiliser les poissons d'océan, les poissons de mer, tu vas faire qu'avec les poissons d'eau douce. Ça m'a fait peur et en fait, il a démontré avec brio que ça pouvait fonctionner et que certaines difficultés, on pouvait les traduire et les transformer en force, ouais, tout à fait. Parce qu'ensuite, les gens qui vont chez ton frère, du coup, se disent, on y va pour ça. Ouais. Et aujourd'hui, le 100% local, ça s'est démocratisé. C'est-à-dire que la plupart des restaurateurs, que ça soit avec des labels proposés par la ville ou la région, insistent sur le fait et le revendiquent, ouais, exactement. Alors qu'à l'époque, quand Angelo a soumis cette idée du 100% local et de respecter et de se sourcer, ça paraissait être une idée folle, alors que maintenant c'est tout à fait logique.
On passe le bonjour à ton frère. Tout à fait. S'il veut participer un jour à Podcast et compagnie, ça sera avec joie. Et je lui en parlerai. Et je l'accompagne du coup aussi dans sa com. Est-ce que j'allais dire, oui, est-ce qu'il fait bosser son frère quand même aussi quand même. Ouais. Et je l'accompagne depuis très longtemps. C'est moi qui faisais ses dossiers de presse quand il fallait lui rédiger des articles. Ça passe par les menus aussi, des trucs comme ça. Ouais, le design des menus. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mine de rien. Ouais. Et le site web, le logo. C'est bien de faire poser la famille. Ouais. Et on s'entend bien et on partage les mêmes valeurs, donc forcément ça roule. T'as des moments mémorables et gratifiants dans ton parcours professionnel qui t'ont bien marqué, où vraiment tu te dis là je vis un truc assez fort. Me dis pas la naissance de ton enfant. Non, alors la naissance de mon enfant aussi, côté perso. Évidemment. Côté pro, le fait qu'on ait privatisé le musée Rodin pour la sortie d'un site que j'avais créé. Ça, c'est un moment exceptionnel. C'est très classe et en plus, on m'a offert l'opportunité d'avoir le musée rien qu'à moi pendant 1 heure. Donc, j'étais face à un Van Gogh tout seul. Et je crois que tu allais me dire, ils m'ont offert un tableau Van Gogh. Non, c'est trop sympa ici. Merci beaucoup, je mets ça dans ma voiture. Aimé. Donc, face à des sculptures et profiter du musée tout seul. C'est dingue. De nuit en plus. Donc, l'atmosphère était vraiment mémorable et exceptionnelle. Est-ce que du coup, la nuit, il y a des trucs qui bougent comme dans Une nuit au musée? Non. Par contre, c'est très calme. C'est pas un peu flippant? C'est pas flippant, c'est apaisant. C'est beau. Alors ça, c'est un moment gratifiant dans ton parcours professionnel. Et à l'inverse, je suis en train de réfléchir. Il est possible qu'il n'y en ait pas, hein? Je pense que j'en ai pas, ouais. Eh ben ça, c'est cool. Ouais. J'ai pas de mauvais exemples. T'as jamais baissé les bras? Non. Non. Ok, wow. Voilà. Ça c'est une réponse carnet. Je laisserai le blanc parce que c'est marrant. Je vois que tu voulais me laisser parler dans l'espoir que j'ai quelque chose à dire, mais non, j'ai jamais baissé les bras. Je me suis dit je vais laisser ces quelques secondes pour qu'il y ait une idée qui arrive. En fait non, mais tant mieux, au contraire, ça me fait plaisir, je suis content. Est-ce que tu as des conseils à donner, alors que tu donnes déjà à tes étudiants lorsque tu leur files des cours, mais à des futurs entrepreneurs qui voudraient se lancer ou qui sont juste au tout début, au balbutiement du lancement de leur entreprise? Ouais, ce que je leur dis, c'est de pas attendre en fait. Souvent en face de moi, j'ai des étudiants qui ont pour projet de monter une entreprise, de monter une agence, de se lancer en freelance. Et je leur dis, faites-le. Vous êtes en études, j'étais en études aussi, j'ai monté ma boîte, j'ai eu mes premiers clients, j'étais encore étudiant. Allez-y, pourquoi vous attendez en fait? Et il n'y a jamais de bon moment pour se lancer, pour faire quelque chose. Le bon moment, il n'existe pas. Je ne sais pas ce qu'attendent les gens. Donc si on a envie, il faut y aller tout de suite en fait, il ne faut pas attendre. Et les étudiants, ils disent pourquoi ils attendent? Pourquoi ils ne le font pas? La plupart, c'est la trouille ou peur que ça représente un coût. Sauf que les micro-entreprises, c'est comme des statuts hyper souples, hyper faciles à ouvrir. Et il me semble que c'est toujours gratuit. Toujours. Je ne m'abuse. Donc, il n'y a aucune raison d'attendre, en fait, quand on a l'envie, il faut y aller. C'est comme quand on a envie de voyager ou de partager un repas en famille ou entre amis. Il faut initier l'invitation. Si on attend, ça ne se passe pas, en fait. Est-ce que c'est pas plus mal de scroller plutôt sur TikTok et de voir les autres réussir? Il y a des gens, je sais pas comment ils font pour gagner 15 000 euros par jour. Moi, j'ai toujours pas compris. Je pense qu'il y a 2 types de personnes. Ceux qui seront toujours des spectateurs parce que ils sont dans leur confort et c'est confortable d'être spectateurs. Et il y a ceux qui veulent bouger, faire les choses et initier des projets. Et je pense que c'est dans la nature de la personne. Je pense pas qu'il y ait d'histoire de côté héréditaire parce que mes parents, les deux étaient ouvriers. Ma mère a gardé des enfants à domicile. Cette fibre d'entrepreneur, c'est vraiment, je pense, dans l'ADN de la personne. Pareil, mon frère a toujours voulu entreprendre. Il a toujours entrepris. Ça a toujours fait partie de son parcours professionnel. Donc je pense vraiment que c'est 2 types de personnes. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous qui écoutez Podcast et compagnie et qui avez envie de vous lancer, essayez. Ouais. Et j'ai des étudiants qui ont ouvert leur micro-entreprise parce que je leur avais recommandé. Et qui aujourd'hui viennent me voir et ils me disent en fait, tu as été super inspirant. Ce que tu nous as dit en cours, ça a fait écho et on s'est lancé. Et j'ai 2-3 étudiants comme ça sur 3-4 classes, donc c'est pas mal. Et ça rajoute de la concurrence. Ouais. C'est mal. Bravo. Bravo. Non, mais je suis fier pour eux. Au contraire, bien sûr. Du travail, il y en a largement pour tout le monde. Et ce qui est assez agréable dans nos métiers de créatifs, c'est que les gens nous choisissent pour notre patte, en fait. Et on a tous une identité différente. Donc, ce que moi, je peux proposer, un confrère le proposerait peut-être sous un axe différent. On a tous notre méthode aussi qui est différente. Donc, tu me dis si je me trompe, mais c'est ce que tu disais un peu au début, c'est les gens, quand ils viennent te voir, ils viennent d'abord voir quelqu'un. Ouais. Avant de venir voir évidemment ça joue, hein, mais c'est d'abord la personne, comment elle est, sa personnalité, sa manière d'être, etc.,
avant de venir voir ce qu'elle propose. Même si évidemment au départ elle a une idée un peu de ce qu'elle veut, mais l'humain fait que de plus en plus le rapport humain est important dans la relation avec les gens quand tu veux faire du business avec eux. Ouais, la majorité de mes clients c'est ça. Quand tu montres une entreprise, tu as envie de trouver des partenaires de confiance avec qui tu t'entends bien, avec qui tu partages les mêmes valeurs, les mêmes hobbies aussi. Parce que parfois c'est ce qui nous rapproche avec certains clients, c'est qu'on partage les mêmes passions. C'est quoi tes hobbies à toi? Moi c'est la musique. Ça c'est la musique. Ah oui. Il va nous monter lui une radio. Ça va pas faire long feu, je vous le dis. Hein. En parlant d'anecdotes, t'as un truc amusant qui t'est arrivé? Alors des anecdotes amusantes dans mon parcours d'entrepreneur, oui. Surtout dans mon entreprise passée où j'étais gérant de discothèque. Donc des soirées avec Vincent McDoom, avec Magloire, avec les frères Bogdanov. Ça sont des moments de vie exceptionnels. Ah bah vu les personnages, oui, tu m'étonnes. Et ça, c'est des moments qui restent et qui n'ont pas de valeur, c'est incroyable. Ouais. On a attaqué la dernière ligne droite de Podcast et compagnie. Ça passe à une vitesse, t'as vu un peu? Ta compagnie est agréable, c'est pour ça. Ah, ça c'est gentil. Il est bon, hein. C'est un bon entrepreneur, vous avez vu ça? Je suis à 2 doigts de lui acheter un site internet, hein, je vous le dis. On va te connaître un peu mieux avec quelques questions où il faut répondre un peu rapidement. Okay. Quelle est ta couleur préférée? D'ailleurs, c'est quoi la couleur en fait de ta ligne un peu pour Pixcom? C'est le bleu, ce bleu. Ouais. Un peu comme sur le visuel de ce podcast? Ouais, c'est ça. C'est un bleu roi un peu, ça, non? Peut-être un peu plus clair, plus saturé. C'est plus fond. Ah, ça veut dire quoi alors? Saturé, c'est plus fluo en fait. Ah d'accord, ok. Voilà. Excuse-moi, c'est plus l'audio. Toi, c'est la colorimétrie. C'est quoi ton plat préféré? Les lasagnes. Oh, toi aussi? Toi aussi. Mais c'est incroyable. Non, mais, je repense à Romain Voya que j'ai reçu d'entreprise sur scène aussi. Il m'a sorti les lasagnes et il m'a même donné m'a donné la recette des lasagnes. Alors non, je laisse les recettes à mon frère par contre. Alors il y a la recette des lasagnes de Romain Voya sur son épisode que je vous invite à écouter. Et l'autre jour il m'a envoyé, et c'est véridique, une photo des lasagnes qu'il était en train de faire. Ok. La lasagne a un succès dans Podcast et compagnie, c'est impressionnant. Ton pays préféré? T'as voyagé un peu? J'ai beaucoup voyagé, franchement j'en suis assez fier. Ouais. Alors j'enlève-le un peu. T'as voyagé beaucoup? Ouais. J'ai fait l'ouest des États-Unis en road trip. J'ai fait l'est plusieurs fois. J'ai fait accompagné ou tout seul du coup? Accompagné, ouais. À chaque fois, ouais. Mais des gens aiment voyager seuls, hein. C'est pour ça que je te demande de préciser. Non, accompagné de ma compagne. Et j'en ai pas parlé, mais dans l'entrepreneuriat, bien que je sois seul et que je la barque tout seul, elle m'accompagne beaucoup en off. Elle me donne beaucoup de conseils, elle m'oriente stratégiquement. Elle est de super conseils et je lui fais une petite dédicace du coup. Merci beaucoup. Parce que derrière chaque homme qui réussit, hein. J'aime pas trop cette expression parce que ça place la femme derrière. Lui, il veut manger des lasagnes ce midi. Je vous le dis. Mais en tout cas, l'accompagnement, le conseil sur quelqu'un avec qui tu peux compter, c'est important. Ouais. Parce qu'elles ont des fois des points de vue différents et elles voient des trucs que nous on voit pas parce qu'on est dans le train du truc. C'est ça. Je dis beaucoup de trucs. T'as une saison préférée? Attends, je reviens sur la question du pays. C'est quoi le pays que t'as visité que t'as préféré? L'île Maurice. Oui. Ah ouais. Pas mal. Les îles, franchement c'est. Parce que t'étais à l'île de la Réunion et t'as dit je vais faire un pont à l'île Maurice ou alors directement à l'île Maurice? Non, je suis allé directement à l'île Maurice, ouais. Et il y a des plages incroyables. Non, c'est un très beau pays, ouais. Ah, c'est chouette. Ta saison préférée? L'été. Pourquoi? Pour la chaleur. Chaud. Est-ce que t'as un chiffre préféré? Le 7. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, non mais. Des fois, il n'y a pas trop de. Non, je resterai sur ton chiffre préféré. T'as le temps de regarder la télé un peu? Ça m'arrive, oui. Ah, t'es plus série, film? Film et aussi programme un peu débile. J'adore regarder MTV et leurs programmes. Ah oui, d'accord. Ouais. J'étais parti sur les Marseillais, donc c'est autre chose. Non. Mais t'as une série que t'aimes bien? Tu serais capable là de la... The Mentalist, j'aime bien. Ouais. Parce qu'il a une approche un peu par la synergologie, l'étude du non-verbal. Et c'est ce qui m'a donné envie d'en savoir plus sur cette science-là. Et le tueur, à la fin. Moi, j'ai commencé Severance. Je sais pas si tu non, ça me dit rien. Cette série est folle. Pitch rapide, en fait, c'est une entreprise qui permet la dissociation. C'est-à-dire que là, on est nous. Ouais. Et quand tu vas dans l'entreprise, tu oublies ta vie réelle. Et dans l'entreprise, tu es quelqu'un d'autre. D'accord. Et c'est très particulier. Et dès que tu sors de l'entreprise, du coup, tu reprends ta vie réelle. Ok. Et c'est très particulier. Rappelle-moi le nom. Severance, je te lis l'anglaise. Okay. Et c'est pas mal du tout. On attaque la 3e saison là. Bon, je suis à l'épisode 2. Parce que j'avais d'autres séries à éclouser avant. C'est pas mal comme truc. Moi, j'ai terminé Résidence. Ouais. Et c'est exceptionnel aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et elle est passionnée par les oiseaux. Et je suis passionné par les gens passionnés. Donc, ça me passionne. Beaucoup de passion, tout ça. Ouais, c'est clair. Est-ce que t'as une odeur préférée? La citronnelle.
Ah, c'est agréable. Ouais. C'est vrai qu'on n'y pense pas. C'est frais. Souvent, les gens pensent à la citronnelle juste pour les trucs anti-moustiques, mais c'est vrai que la citronnelle en soi, c'est sympa. Ouais. On n'y pense pas. Est-ce que tu as un réseau social préféré? Alors là, ça joue quand on fait un métier comme le tien. Ouais, Instagram. Même Behance. Behance, c'est un réseau social d'Adobe où les graphistes et DA mettent et partagent leurs références, leurs réalisations. C'est un réseau sur lequel je traîne, dans lequel je cherche de l'inspiration parfois. Et sur Instagram, par exemple, tu as des trucs entrants, souvent tu as des contacts entrants pour Ouais. le business, ouais. La plupart des prospects qui ne viennent pas par le bouche-oreille viennent par Instagram. Ouais. C'est intéressant de Ouais. savoir ça. Est-ce que tu as une citation préférée? Non. Ok. J'en ai une en tête, mais je me souviens plus. Bon, c'est pas grave, Mon hein. grand défaut, c'est la mémoire. Tu es jeune, je le rappelle. Et on est sur la dernière ligne droite. Est-ce que tu as un mot préféré? Passion. Parce que je trouve que ça résume la vie en fait. C'est ce qui nous anime au quotidien dans notre vie perso et dans notre vie pro aussi. Et si on arrive à faire de notre passion notre vie pro, on a tout gagné. C'est pas faux. Ton gros mot préféré? Il va être rigolo On celui-là. peut le dire là? Greg, l'intérêt d'un podcast, c'est qu'on y met à l'intérieur ce qu'on veut. On peut dire des gros mots, c'est pas grave. Bon, fais gaffe aux gros mots quand même, parce que bon, je crois que l'Arcom traîne un peu sur les podcasts, donc bon, je crois qu'ils nous écoutent un petit peu, mes amitiés à l'Arcom, mais non, un gros mot préféré, bien sûr, on peut. Ah, le fils de pute. Parce qu'il est incisif et il s'immisce dans la famille, tu vois. Je trouve que c'est vraiment la pire des insultes. C'est pas mal. Ouais, je trouve qu'elle est articulée en plus, tu vois. Elle te désigne pas toi en tant que personne, c'est qu'elle te rend responsable d'une situation. Parce qu'en plus, tu expliques Ouais. il explique le gros mot, c'est ça qui est génial. Ah, c'est beau. T'as une question pour moi, du coup, avant qu'on termine? Bah, ton gros mot préféré? Ah, j'avais pas pensé. Attends, un gros mot préféré? Alors moi, je suis un gars qui vient du sud-ouest, même si ça s'entend pas à mon accent. En fait, je dis tout le temps putain. Ok. Et c'est absolument horrible. Parce C'est que une ponctuation. Merci de l'avoir dit. Grégory Ferrigno, Pixcom. Putain est une ponctuation. C'est une virgule pour nous. Ouais. C'est pas un gros mot. C'est qu'on le dit, mais sans penser à ce que veut dire le mot. Mais on s'en rend pas compte jusqu'au moment où on a des enfants et on commence à nous regarder de travers. Petite dédicace à Noé, mon fils, 5 ans, qui des fois me le sort comme ça. Et ben moi, Mais sans le dédicace comprendre. à ma fille Victoire qui a 6 mois, qui Non, écoutera mais non. peut-être ce podcast quand elle sera plus grande. Oui, parce que 6 mois, ça commence à dire déjà des gros mots comme ça. Non. Elle dit caca. Ah oui. Ouais. Avant papa? Je voulais m'entraîner à dire papa, mais Ça viendra. ça va venir petit à petit. C'est quoi ta chanson préférée pour terminer cet épisode de Podcast et compagnie, Grégory Ferrigno? Brutalisme de Flavien Berger. C'est un morceau qui date en plus, il a quelques années, mais c'est quelque chose que j'écoute assez régulièrement en ce moment. J'ai des phases où j'écoute des artistes pendant toute une durée. C'était le cas avec l'Impératrice. J'ai acheté tout leur album. J'étais dans mon passage Impératrice. Et t'es monomaniaque, t'écoutes la même chanson, genre tu vas la poncer à mort. Et je suis capable d'écouter le même morceau en boucle pendant 4 heures d'affilée. Ça, c'est quand ma compagne n'est pas en télétravail. Ce que j'allais dire, parce que tu peux rendre fou les autres. Hein. Ouais. Mais ouais, j'ai cette tendance à pouvoir reconsommer quelque chose que j'apprécie sans m'arrêter. Eh ben on va se quitter avec ce titre. Merci Grégory d'avoir accepté l'invitation de Podcast et compagnie. Merci beaucoup pour cette invitation. C'était très plaisant de parler de soi. Ça fait plaisir. Bah c'est toujours bien, t'as vu ça. C'est agréable. C'est agréable. En plus on peut se permettre des choses, dire des gros mots, tu vois. C'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Un épisode qu'on pourra retrouver sur toutes les plateformes de podcast, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre une petite étoile. Ça me fera bien plaisir et ça permet de remonter aussi dans les stats. Merci en tout cas pour vos retours nombreux. Ça aussi, je le dis pas assez souvent, mais les gens sont très contents de ces formats longs de podcast et compagnie. Ça leur permet de connaître un peu mieux des gens qu'on voit pas forcément, qui sont souvent dans l'ombre et qui sont les petites mains d'autres entreprises. Ça leur permet du coup de parler un peu plus d'eux et de mieux les comprendre ensuite. Et quand tu vois leur travail, tu dis, ah mais du coup, je comprends mieux pourquoi son site a ces couleurs, pourquoi il réfléchit comme ça lorsqu'il va créer un logo, etc. C'est vraiment très très cool. Merci pour vos retours en tout cas. Merci Greg. Je t'en prie. Merci à vous. À très bientôt sur Podcast et compagnie. Et si vous désirez d'ailleurs y participer, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur les réseaux sociaux. Je suis un petit peu partout. Je vous dis à très vite et merci encore Greg d'avoir participé à cet épisode. Belle journée. Ne manquez aucun épisode de Podcast et compagnie. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Rendez-vous sur podcastetcompagnie.fr.